Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première séance de l'après-midi. Donc, je vous demande d'accueillir l'équipe de Singapour qui va nous parler de Mini-Métro. Bonjour à tous. Bien ou bien? Excellent. Alors, comme ça a été dit, on arrive de Singapour. On va vous présenter Mini-Métro, mais je vais commencer par vous présenter le groupe. Du coup, on a Gauthier. Encore Gauthier. Raphaël. Alan. Oriane. Et moi, c'est Léa. Et on voulait juste faire un big up à Théo qui a bossé avec nous, mais qui ne peut pas être là. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Mini-Métro. Donc, Mini-Métro, c'est quoi? C'est un jeu. Et donc, notre problématique, c'était comment gagner le jeu. Alors, on va vous présenter le jeu. Donc, je laisse la parole à Raphaël, Alan et Oriane et Léa. Voici Mini-Métro. Alors Mini-Métro, c'est un jeu où il y a des stations et des passagers. Les petites formes qui sont en haut à droite des stations. Alors votre but va être de servir ces passagers à l'aide de lignes que vous placez vous-même et que vous pouvez configurer. Au fur et à mesure, des stations s'ajoutent et la carte s'expand et devient plus grande. Un passager carré va toujours se rendre à une station carrée. Il ne peut donc par principe pas apparaître à une station carrée. Il utilise donc les lignes de métro que vous avez créées pour se rendre dans la station qu'il désire. Le nombre de passagers augmente au fur et à mesure du jeu. Et vous créez les lignes et les réagencez au fur et à mesure de la partie afin d'optimiser le système du métro. Donc à chaque instant, il y a plus de passagers à servir et il faut donc faire le réseau le plus optimisé possible. On peut réorganiser les lignes pour avoir un réseau de plus en plus efficace. Et on va voir donc comment est-ce qu'on perd. Et en fait, on perd quand il y a trop de passagers qui attendent à une station. Et il va y avoir un petit cercle qui se forme. On les voit se former là-bas, ici. Et ils s'empilent au fur et à mesure. Et une fois qu'il est plein, ça va être la perte de la station. Donc là, il est plein et en fait, ça devient trop dangereux. C'est comme si ça devenait trop dangereux et on perd la partie. Et bien, donc il y a plusieurs cartes, on connaît San Francisco. Et il faut donc créer des lignes et appliquer la meilleure stratégie pour toutes les villes pour gagner. Donc maintenant, nous allons voir comment gagner à Mini-Métro. Donc pour pouvoir gagner à Mini-Métro, il faut tout d'abord gérer le flux de passagers dans le réseau, ainsi qu'optimiser le réseau de transport qu'on a. Donc on va attaquer avec un plan en 6 étapes. La première est qu'est-ce que Mini-Métro. Ensuite nous allons voir comment gérer les passagers, ainsi que la théorie des files d'attente en maths. On va voir la théorie des graphes et on va voir quelques problèmes mathématiques derrière ce jeu, ainsi que trouver le chemin le plus court dans le jeu en utilisant les matrices, et ensuite nous finirons par la conclusion. Donc grand 1, comprendre Mini-Métro et ses éléments principaux. Donc les éléments principaux, donc on va voir comment est-ce que les stations elles fonctionnent dans le jeu. Donc tout d'abord nous avons des aspects aléatoires, qui sont la forme des stations, nous ne savons pas quelle forme va apparaître, et nous ne savons pas à quel moment elles vont apparaître, ainsi que leur position sur la carte. Nous pouvons retrouver un rayon d'exclusion juste ici, qui se forme autour de chaque station, c'est-à-dire aucune station ne pourra apparaître à l'intérieur de ce cercle. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que les formes, qu'est-ce qu'elles représentent dans le jeu. Donc, nous avons le cercle, 2,
rond. Le rond est une forme qui apparaît très régulièrement. Dans une ville, que pensez-vous? Quelle station est proche des endroits? Donc, qu'est-ce qui apparaît le plus souvent dans les villes? Vous pouvez donner un avis. Quel type de quartier? Ouais. Centre-ville. Différents bâtiments, différentes habitations. Qu'est-ce qui apparaît le plus souvent dans les stations de métro? Quartier résidentiel, exactement. Ensuite, nous avons les carrés. Ce sont des formes qui sont plus rares, mais qui apparaissent assez régulièrement. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Bah là, on a déjà vu avec les Centre-ville. Exactement. Donc des bureaux. Ensuite, nous avons l'étoile. L'étoile est une station unique. Elle apparaît qu'une seule fois dans le jeu. Dans une ville, qu'est-ce qui est unique? Exactement, aéroport. Très bien. Donc maintenant, nous allons voir comment est-ce que les passagers fonctionnent dans le jeu. Donc de même, les stations elles apparaissent de façon aléatoire. Nous ne savons pas de quelle forme ils vont être, nous ne savons pas où ils vont se positionner, et nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont apparaître. Ensuite, nous savons que les passagers veulent aller d'une station à une autre. Et on va analyser comment est-ce qu'ils choisissent leur train. Maintenant, nous allons voir les similarités à la réalité dans le jeu. Donc, tout d'abord, chaque station représente différents lieux dans son train. Ensuite, nous avons différents types de passagers au sein du jeu. De plus, nous avons un nombre de lignes limitées. Nous n'avons pas 150 000 lignes dans une piste, n'est-ce pas? Et de plus, les vitesses des locomotives sont régulières dans chaque ligne. De plus, lors d'une entrée en gare, d'un virage ou alors d'un croisement, les wagons sont obligés de ralentir pour ne pas faire d'accident. Nous devons avoir des tunnels dans le jeu, ainsi que des ponts, et nous pouvons avoir plusieurs wagons par ligne. Par contre, ce qui n'est pas applicable à la réalité dans le jeu, ce qui est moins réaliste, ce sont que les trains ne peuvent pas, dans la réalité, les trains ne se dépassent pas. Ils restent à la queue leu. Tandis que dans le jeu, lorsqu'il n'y a pas de passagers en station, ou alors qu'il n'y a pas de passagers qui veulent descendre à une certaine station, le train va continuer sa course. De plus, nous avons l'arrêt en train n'est pas non plus systématique. Et il n'y a pas de grève dans le jeu, bien sûr. Il n'y a pas d'amortissement, ainsi qu'il n'y a pas d'accident et pas de maintenance. Pas de problème. Je vais laisser la parole à Gauthier. Je vais vous expliquer ces observations. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que l'on a pu observer. Je vais vous faire une étude statistique. Donc, tout d'abord, nous remarquons un graphe sur l'apparition des stations. En effet, vous pouvez voir qu'au total, en fonction des semaines, le nombre de stations augmente. Cependant, le nombre de stations rondes représente quasiment la moitié des stations qui sont apparues. Même si les triangles sont un peu plus rares et les carrés, qui est la dernière forme plutôt commune du jeu, sont parmi les plus rares. Parmi les plus rares, mais quand même plus fréquentes que les stations comme les étoiles ou les pentagones, par exemple. Aussi, nous remarquons que la fonction pour le nombre total de stations semble être affine. Ça veut dire que cela représente un nombre que l'on peut multiplier indéfiniment. Donc, comment apparaissent les passagers? À l'aide du graphique que vous pouvez voir, nous remarquons que les stations semblent être plutôt... que l'apparition des stations en fonction des semaines semble être plutôt équitable. Même si vous pouvez voir que dans la partie qu'on a jouée, les ronds apparaissent un peu plus souvent il y a un peu plus de passagers dans les stations rondes que les stations triangles ou carrées. Mais en temps normal, cela essaie de s'équilibrer. Vous
nous pouvons voir que la courbe du total, le nombre de passagers augmente rapidement. Donc, vous pouvez voir comme ça. Cela s'appelle une fonction exponentielle, c'est-à-dire qui augmente indéfiniment. Voilà, et donc elle augmente de plus en plus vite, ce qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on perd à un moment du jeu. Et c'est ce qu'on expliquera plus tard. Donc, après, nous allons parler de la modélisation mathématique dans le jeu et je vais vous parler des variables aléatoires. Donc, quel est le mécanisme qui se cache derrière l'apparition des stations? En effet, le temps entre l'arrivée de deux stations, qui est en moyenne de 3 jours virtuels, c'est-à-dire environ 20 secondes dans la réalité, cela peut être similaire à un lancer de dés. Ensuite, pour déterminer la forme qui va sortir, c'est un peu comme tirer par exemple une boule, c'est comme sortir une boule d'une urne, et cela peut être, vous pouvez avoir par exemple des triangles, des ronds, des carrés, ou une étoile et un pentagone, par exemple. Donc, le positionnement sur la carte suit plutôt une variable aléatoire continue. En effet, une variable aléatoire continue va également prendre des valeurs décimales ou réelles, donc des valeurs jusqu'à... Il y a donc une infinité de valeurs. Le positionnement sur la carte est une variable aléatoire continue mais il y a aussi les limites de la carte. Et il y a le rayon d'exclusion à prendre en compte. Donc, comme avait parlé Alan il y a peu de temps. Ensuite, après, je vais vous parler du mécanisme qui est apparu pour l'apparition des passagers. Donc, qu'est-ce qui peut se cacher derrière l'apparition des passagers? Pour le point d'apparition, donc, par exemple, disons un carré, donc un passager carré sur une station ronde, cela peut être similaire à une urne carré il y a tirage. Et au plus la station est ancienne, au plus le nombre de passagers devient élevé. Donc il suit une loi dite exponentielle. La forme des stations et des passagers peut également représenter une urne. Donc c'est une loi non équiprobable, comme vous pouvez le voir. Et les temps d'interarrivée, comme je l'avais dit il y a peu de temps, les temps d'interarrivée, cela représente une loi exponentielle. Car pour un passager à une station et une autre, on ne sait jamais quand est-ce que le passager peut exactement arriver à la station. Il y a donc de plus en plus de passagers au fur et à mesure des semaines. Car on avance beaucoup plus vite dans le jeu. Donc, comment cela se passe dans la réalité? Les stations ne suivent pas de variables aléatoires continues, car une station nécessite d'être construite par des ouvriers, et cela peut prendre un certain temps, c'est-à-dire au plus rapidement ça peut prendre des semaines, mais parfois ça peut prendre des mois entiers, ou même des années si on doit construire plusieurs nouvelles lignes. Et le flux de passagers suit bien une variable aléatoire continue, car dans la vraie vie, il est très difficile d'avoir exactement le même nombre de passagers à une station de métro, à n'importe quelle station de métro. Et cela est vrai dans n'importe quelle ville. Donc,
Donc, je vais laisser la parole à Léa et Oriane. Donc, nous allons vous présenter comment gérer le flux de passagers avec la théorie des files d'attente. Donc, tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est que la congestion qui mène à la défaite dans le jeu. Donc, lorsqu'on attend d'être servi dans un magasin ou ici dans un métro, on forme généralement des files d'attente. Et lorsque les clients arrivent plus vite qu'ils ne peuvent être servis, la file d'attente augmente. C'est la congestion. La congestion ici mène à la défaite dans le jeu. Ce qu'on peut voir en bas à gauche, c'est l'écran d'échec. Et pour comprendre la perte au jeu, il faut comprendre les notions de service et besoin. Le service, c'est tout ce qu'on va pouvoir offrir aux passagers. Ça va être les lignes, les trains dessus et les wagons qu'on attache au train. Et les besoins, c'est les passagers qui souhaitent voyager d'une station à une autre. Et on va pouvoir, avec ces deux notions, définir si un réseau est stable ou instable. Donc il est stable si le service est supérieur aux besoins. Donc quand un passager arrive à une station, il y a un train pour le servir, il ne va donc pas attendre, il n'y a pas de congestion et donc c'est une situation idéale. Et au contraire, si le besoin arrive au niveau du service, on va être dans un état critique et on passe alors donc, très rapidement dans un état instable. Il y a plus de passagers qui attendent aux stations que de trains. Ils doivent alors attendre, ça crée des files d'attente et donc il y a le risque de congestion et la fin du jeu. Et ce graphique, donc, qui n'est pas très réel, mais c'est schématisé, ça permet de comprendre comment est-ce qu'on perd au jeu. En orange, c'est la ligne du service. On reçoit environ un train par semaine dans le jeu. Donc c'est à peu près linéaire, notre capacité augmente à peu près linéairement. Et les passagers, ils arrivent de manière exponentielle, comme on l'a dit. Et donc forcément, à un moment, le nombre de passagers qui veulent être servis va dépasser la capacité de notre réseau. On arrive dans l'état critique, c'est la ligne rouge, et on passe alors dans l'instable. Et c'est exactement à ce point, en général, qu'on perd la partie. Et là, c'est typiquement un réseau, donc un très grand réseau de métro qui est en train d'exploser. Il y a tous les cercles qui augmentent petit à petit. Et les deux cercles presque remplis, c'est deux stations qui vont, on dit qu'elles vont exploser. Donc là, c'est la fin de la partie. La congestion, elle est liée à deux facteurs. Le premier, c'est le jeu qui lui fait perdre. D'abord parce qu'on ne contrôle pas l'arrivée des passagers et comme on l'a vu, elle est exponentielle, créant de plus en plus de files d'attente. Ensuite, c'est parce que le nombre de trains, de lignes et de tunnels sont limités, ce qui nous empêche de développer notre réseau comme on le souhaite. Ensuite, la capacité des trains est limitée, donc on peut mettre 6 passagers dans un train et 6 autres dans un wagon. Et enfin, les stations les plus rares sont souvent demandées par les passagers et plus compliquées à atteindre, créant d'autant plus de files d'attente pour les personnes qui veulent s'y rendre. Mais la stratégie du joueur est aussi la principale cause de la défaite, notamment à cause du mauvais agencement des lignes ou la mauvaise répartition des trains. Ici, on peut voir typiquement une carte qui n'a pas été gérée correctement. Certaines stations ne sont pas du tout reliées aux lignes de métro, ce qui va créer une forte congestion. Et on peut voir que la ligne rouge zigzague beaucoup et n'est pas très rapide pour voyager, ce qui n'aide pas les passagers. Ensuite, on va vous expliquer comment tracer les lignes de métro. C'est Gauthier qui va le faire. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un graphe? Oui. C'est bien, mais c'est moi qui l'ai expliqué. Alors, déjà, premièrement, un graphe, c'est composé de sommets. On voit ici. Donc, en général, aujourd'hui, on va les noter, on va les numéroter avec des numéros et des lettres, donc S1, S2, S3, donc S1, sommet 1. Et donc, ils sont reliés par des liens ou pas, parce que c'est l'intérêt d'un graphe. Vous voyez commencer à faire venir le truc. Donc, en gros, pour représenter un graphe mathématiquement sur le papier, vous avez besoin de quelque chose qui s'appelle une matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Alors, tout à l'heure, on a évoqué ça dans un autre exposé. Une matrice, c'est une espèce de tableau mathématique qui nous permet de faire plein d'opérations et qui sont très puissantes et qui nous permettent de comprendre des choses de l'ordre au-dessus de la dimension 3, donc l'espace. Et du coup, c'est une matrice. Et alors, comment est-ce qu'une matrice représente un graphe? Alors, comme vous voyez, une matrice elle est composée de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes. Donc, pour représenter un
un graphe, vous allez avoir besoin d'une matrice qui a autant de lignes que de colonnes. Si votre graphe possède 4 sommets, votre matrice va devoir nécessiter 4 colonnes et 4 lignes. Les 1 représentent les liens entre les stations, les sommets, et les 0 représentent une absence de lien. Donc comme vous pouvez le voir, un graphe vide, donc un graphe où les sommets ne sont pas reliés, possédera que des 0 et une ligne horizontale de 1. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas relier des stations, des sommets entre eux. Donc ici, dans la deuxième matrice, vous voyez que les 1 ici représentent la deuxième ligne de la première colonne et la première ligne de la deuxième colonne. Donc ici, le 1, 2, comme vous pouvez le voir, représente le lien entre le premier et le deuxième sommet. Donc ici, on a d'autres exemples. Donc par exemple, pour le graphe plein, donc un graphe, tous les sommets sont reliés entre eux, vous aurez une matrice complète de 1. Donc à votre avis, est-ce que ça suffit pour modéliser un réseau dans Minimetro? Ouais, vous avez raison. Non. On peut rajouter des poids. Alors les poids, en fait, on rajoute des valeurs au lien, et du coup, ce qui fait qu'on peut créer des pseudo-distances. Donc, par exemple, entre le sommet 1 et le sommet 2, vous allez avoir besoin de 3 minutes pour vous rendre de la ville 1 à la ville 2 si vous modélisez des villages connectés par des routes. Et donc ça, c'est très utile, et nous allons voir pourquoi. Je vous passe le micro à Raphaël, qui va vous expliquer quelques petits problèmes sur les graphes. Du coup, les graphes, on peut les utiliser pour expliquer Minimetro. Dans cette explication, on va utiliser les symboles suivants. Du coup, modéliser ces problèmes, on va modéliser le fonctionnement d'une ligne avec ces symboles, avec Y, le temps en secondes pour aller de la station le plus à gauche à la station le plus à droite. En gros, dans un graphe, ça veut dire la pondération. On utilisera un seul train avec une seule place dans le train. Et X, c'est le temps en secondes, c'est l'arrivée des passagers en secondes. Du coup, dans cette ligne, pour trouver un réseau stable, il faut qu'un aller-retour, du coup, pour que le train fasse de rond et revienne à rond, du coup 2Y, soit plus petit ou égal que l'arrivée en passager. Si on veut avoir un réseau stable. Si l'aller-retour prend plus de temps que l'arrivée de passagers, il y aura une accumulation de passagers, ce qui mène à la congestion. Un autre problème est l'augmentation de stations. Lorsqu'il y a une augmentation en station, le Y augmente de Y qui sépare les deux nouvelles stations. La direction des trains est très importante et peut vraiment changer le jeu, car si on met deux trains côte à côte qui vont du même sens, c'est comme si on mettait un train et un wagon ensemble. Alors que si on les met dans deux sens différents, le temps qu'un passager attend une station est divisé par 2 et ça rend la ligne beaucoup plus efficace. La ligne en boucle est aussi vachement plus intéressante, car si on a une ligne en boucle, pour arriver à une station, ça prend beaucoup moins de temps que faire un aller-retour entre deux stations, et c'est encore plus efficace si on a un train de chaque côté, qui tourne de chaque côté dans la ligne en boucle, parce que le nombre de stations minimum pour arriver d'une station à une autre diminue beaucoup. Mais est-ce qu'on peut modéliser tous les réseaux Minimetro avec ces symboles? Non, seulement avec des petits réseaux, c'est-à-dire en gros 5 stations maximum. Et ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que les matrices sont mieux à une plus grande échelle. Je vais donc redonner la parole à Gauthier, qui va vous expliquer comment trouver le meilleur chemin.
Du coup, je suis de retour. Alors, on a ici un... Vous m'entendez? Oui. On a ici un réseau millimétro typique. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Vous avez 5 lignes différentes et vous avez 20 stations différentes. Donc déjà, on va numéroter ces stations. Donc comme si on numérotait des sommets dans un graphe. Et maintenant, je vais vous demander la matrice associée. Est-ce que quelqu'un serait capable de me donner la matrice associée de ce graphe? Bon, Quelqu'un dans la salle? Personne? On n'a pas le temps, du coup, on va vous la donner tout de suite. Voilà. Vous voyez que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Maintenant, imaginez qu'on rajoute des poids. On l'a fait, hein. On a vraiment fait ça, la matrice associée. Vous vous rendez compte le temps que ça a pris? C'est faux, c'est faux. Du coup, en résumé, définir une matrice d'un réseau millimétro devient très très compliqué. Là, il n'y avait que 20 stations. Vers la fin du jeu, vous pouvez atteindre 50 stations. 50 stations, c'est énorme. Ok? Du coup, maintenant, on va vite passer à la conclusion. Ah non, pardon, pas du tout. Erreur de ma part. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, les matrices, mais sauf que, par exemple, si un passager commence à la station rouge, enfin, à la station entourée en rouge, et veut se rendre à la station entourée en vert, quel est le chemin le plus court? Donc, vous avez deux options. Soit vous prenez ce chemin-là, soit celui-là. Alors là, c'est facile, puisqu'il y a deux chemins possibles, donc c'est celui-là le chemin le plus court. Mais imaginez San Francisco, 110 stations, si toutes les stations étaient reliées entre elles, ça ferait plus de... Je ne vais pas prononcer ça, parce que c'est un peu beaucoup. Alors... 1 fois 10 puissance 10. Donc comment est-ce qu'on a calculé ça? C'est 110 factoriel. Donc c'est 110 fois 109, fois 108, fois 107, etc., etc., jusqu'à x2, x1. Ça fait beaucoup. Pour ça, il y a des algorithmes qui existent. Ils essayent de calculer ça à leur place. Ils n'arrivent pas à calculer le meilleur chemin, mais ils essaient d'en calculer un qui est pas trop mal. Rendez-vous en TES Stémat. Le jeu ici, il utilise un algorithme en particulier, mais il y en existe plusieurs qui font à peu près la même chose. En conclusion, on va passer à la conclusion. Donc, en conclusion, gagner à millimétro, c'est très compliqué parce que ça nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres. Il faudrait réussir à optimiser le réseau à l'aide d'un graphe. Mais le réseau grandit et au fur et à mesure que les stations apparaissent, les possibilités sont infinies. Et donc impossible d'y arriver seul. En revanche, les algorithmes peuvent nous aider à avoir un bon réseau, mais pas le meilleur. Et puis surtout, le but de ce projet, c'était pas seulement de jouer à un jeu vidéo, même si on a aimé, mais c'était surtout de voir donc la réalité, parce qu'il y a vraiment des gens, des planificateurs urbains, qui font des réseaux de métro et qui essayent d'avoir, enfin c'est leur métier, ils essayent d'avoir le meilleur réseau. Et on voit surtout qu'il y a beaucoup de stratégies différentes selon les villes, donc il y a plein de solutions. Donc par exemple, là c'est Singapour, qui est pas terrible, mais ça va encore. Après Tokyo, qui utilise une ligne Titan, une grosse ligne rouge, c'est une autre stratégie. Alors San Francisco, vous connaissez sûrement. Là c'est Paris, avec beaucoup de lignes, vraiment trop. DE, oui aussi. Donc Châtelet, un très grand hub. Là c'est Montréal. Donc Montréal c'est petit. Non. Comment c'est petit? Voilà, mais c'est mignon. Chicago, et puis pour finir, le meilleur, hein, Ottawa. Merci aux deux chercheurs qui nous ont accompagnés, donc le docteur Mathieu de Marie et Cyril Jaboulet, et à nos deux profs, Madame Kennel et M. Castarjac, ainsi qu'aux dinosaures Polo Club, les développeurs du jeu qui nous ont envoyé des informations très précieuses au sujet du jeu. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Est-ce que tu peux parler bien fort pour qu'on t'entende? C'est quoi votre record
Alors, le record, ça tourne autour des 2700 personnes. Sur environ 80 jours, à peu près. À peu près 80. On vous invite à venir nous voir pour essayer de battre le record. On verra, on a amené le jeu. Et quand on commence, en général, on fait autour d'une vingtaine de jours, à peu près. Le record, il est à 11 000 personnes. 20 000. Okay. C'est beaucoup. Il y a personne qui a des questions sur la loi exponentielle ou quoi?